Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. De la prise de conscience au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas. Il est le résultat d'un alignement entre réflexion personnelle sur les enjeux actuels, comprendre ce qui nous anime au plus profond de soi et l'expression de sa singularité dans ses activités. Ce travail offre une diversité d'opportunités de se différencier et de sortir des schémas traditionnels. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin d'un tourisme positif. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez la page Expérientielle sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À l'occasion des universités du tourisme durable, en octobre dernier au Havre, j'ai eu le plaisir de rencontrer Aude Androp, qui est la coordinatrice nationale tourisme durable à l'ADEME. Ce qui m'a plu chez elle, c'est son discours qui invite à sortir du jugement pour travailler ensemble, en coopération, pour un tourisme positif. Elle a eu la gentillesse de répondre à mes questions sous un vent normand glacial sur les quais du Havre. L'ADEME suscite, anime, coordonne, facilite ou réalise des opérations de protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Elle est actrice du développement durable et participe à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'énergie et de protection de l'environnement. Nous allons rentrer en deuxième partie plus en profondeur sur comment l'ADEME peut accompagner les acteurs du tourisme dans leur transition écologique avec Raphaël Chanelière, qui est chargé de mission transition écologique entreprise tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir un tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Aude, merci de prendre ce temps. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc Aude Andrup, moi je suis responsable du tourisme à l'agence, à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Donc notre rôle c'est vraiment d'accompagner les acteurs dans cette transition, donc c'est-à-dire le grand public, les professionnels mais aussi les collectivités. Donc au niveau du tourisme, ça se traduit de différentes manières. Il y a soit des soutiens méthodologiques, partage de notre expertise au niveau par exemple de la publication de guides méthodologiques. On vient d'en publier sur les hébergements et sur la restauration avec un recueil d'expériences, recueil d'éco-gestes, de bonnes pratiques. Ça peut être la réalisation d'études pour donner des indicateurs, des données de référence, par exemple le bilan des émissions de gaz à effet de serre, voilà, ça fait un marqueur de temps. Des autres éléments méthodologiques à venir avec un guide méthodologique pour aider les acteurs à construire une stratégie d'adaptation au changement climatique, ou encore un autre guide sur les méthodes pour réaliser des bilans de gaz à effet de serre par les acteurs du tourisme. On a aussi également des soutiens financiers, par exemple le fonds tourisme durable ou d'autres soutiens via notre fonds économie circulaire ou fonds chaleur, où on va venir soutenir des actions sur le numérique responsable, sur l'éco-conception, sur l'alimentation, etc. Donc il y a vraiment un ensemble, et sur le développement des ENR, il y a un ensemble de leviers pour que l'ADEME puisse intervenir aux côtés des acteurs. En avril 2020, il y a eu un rapport qui a été fait par l'ADEME avec 20 mesures.
Comment on peut décliner ça sur le terrain? Est-ce que c'est... Oui, alors c'est un rapport qu'on en a rendu au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était une mission qui nous avait confiée. On l'a publié là dernièrement. Il y a des actions qui concernent différents acteurs sur le terrain. Donc justement dans le rapport, on a essayé de à la fois prioriser les actions et aussi de cibler qui pourrait être à la manœuvre pour les porter. Donc il y a certaines actions qui visent vraiment l'ADEME, donc on a commencé à en mettre en place, on en a d'autres qu'on a mis en place, notamment le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Pour les autres actions sur lesquelles on n'est pas à la manœuvre, c'est vrai que nous, on encourage vivement les acteurs à se lancer. Un des points clés qui nous paraît important, c'est de travailler sur la gouvernance dans les territoires, ramener de la transversalité, notamment au travers des schémas et des plans territoriaux de développement des territoires. Donc, je pense au SRDT, tous les SRCAE, tous ces schémas qui permettent vraiment de structurer les politiques dans les territoires et puis surtout de mettre en place des indicateurs de suivi dans le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à développer dans tous les territoires. Et ensuite, il peut y avoir des actions plus ponctuelles. Donc là, c'est vraiment en regardant dans le rapport qu'on encourage chaque acteur à se saisir en fait des mesures. Donc ces indicateurs, ils peuvent varier selon le lieu, l'emplacement et l'activité? Alors les indicateurs que j'évoque, c'est notamment justement les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, actuellement, c'est une mesure qui est nationale. Nous, on a mesuré au niveau national, mais on encourage justement les territoires à le faire à leur échelle. Donc ça peut être soit à des échelles territoriales, soit à l'échelle de groupes, d'entreprises. Ouais. D'accord. Alors ce matin, lors de la table ronde, vous avez dit quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché. Qu'aujourd'hui, par rapport au rapport du GIEC, etc., qui nous annonce qu'on a 10 ans pour agir, que c'était plus le temps de passer à juger l'autre ou quoi que ce soit, mais que c'était le temps d'être ensemble et d'avancer ensemble. Est-ce que vous pouvez partager un peu votre point de vue par rapport à ça ? Oui, c'est vrai que par rapport à l'intervention de ce matin, une fois que j'ai présenté ce bilan des émissions de gaz à effet de serre, il y a notamment eu un point sur les impacts liés au tourisme interne et tourisme réceptif, externe, oui. Les réactions étaient assez mitigées puisque effectivement on mettait en évidence que le tourisme externe est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. L'idée, c'est pas d'opposer le monde économique et le monde environnemental, et c'est vraiment de dire comment on peut travailler ensemble. Il y a effectivement avec le monde économique peut-être des objectifs plus court-termistes que ce qu'on pourrait croire sur les objectifs environnementaux, mais comme l'a très bien souligné le GIEC ce matin aussi, c'est les actions qu'on met en place aujourd'hui vont avoir un effet pour dans 5-10 ans. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut qu'on agisse sur l'environnement aussi, donc il faut qu'on travaille ensemble parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement en fait. Quoi. Alors, travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire justement, nous au niveau du terrain, pour faire passer le message ? Comment on peut vous aider à faire passer le message, à s'engager justement dans cette transition que le tourisme a besoin ? Alors nous, ce qu'on a besoin de la part du secteur, ce qui pourrait être nécessaire, c'est nous faire remonter peut-être les difficultés que vous rencontrez. Sur des dispositifs qui sont en place ou des dispositifs manquants. Là, ce matin, j'ai échangé. Je vois qu'il y a des besoins d'améliorer la lisibilité sur les différentes aides aides financières dont peut bénéficier le secteur. Donc ça, c'est important qu'on puisse le savoir pour qu'après, on puisse vous proposer des outils, des dispositifs qui soient plus adaptés. C'est aussi d'identifier des territoires candidats ou des professionnels candidats pour expérimenter aussi de nouvelles voies. J'évoquais ce matin que l'adaptation au changement climatique et l'artificialisation des sols, c'est des sujets sur lesquels on veut vraiment amplifier notre action. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent s'impliquer dessus, au contraire, faut lever le doigt et se manifester auprès des directions régionales de l'ADEME qui après nous remonteront l'information au niveau siège. On est preneur vraiment de ces retours métiers. Vous travaillez au niveau national. Oui. Vous devez sûrement vous balader dans pas mal de conférences comme celle-ci. Est-ce que vous avez l'impression que ça bouge ? Alors j'ai l'impression qu'il y a un changement, une accélération. C'est une impression que j'ai. Après, la crainte que j'ai, et je l'ai indiqué ce matin, c'est attention à ce qu'on ne tombe pas dans du greenwashing et bien être l'appréciation de l'empreinte environnementale des solutions qui sont développées. On est beaucoup revenu sur l'exemple ce matin de l'hôtel qui est labellisé mais qui a été construit. Pour ça, il a fallu raser une forêt ou détruire un écosystème.
montrait bien d'apparence il est labellisé, mais qu'est-ce qu'il y avait avant, voilà, qu'est-ce qu'on a détruit pour ça. Voilà, c'est des interrogations à avoir en tout cas. Merci beaucoup Aude. Merci. Nous allons rentrer en deuxième partie plus en profondeur sur comment l'ADEME peut accompagner les acteurs du tourisme dans leur transition écologique avec Raphaël Chanelière, qui est chargé de mission transition écologique, entreprise tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Raphaël, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast expérientiel. Dis-moi, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais comme métier ? Oui, bonjour François, merci. Donc moi je suis Raphaël Chanelière et je suis chargé de mission tourisme durable à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Donc, je travaille sur le site de Bordeaux, mais surtout sur la région Nouvelle-Aquitaine. Alors concrètement, déjà l'ADEME, nous on est un établissement public industriel et commercial pour le sigle. En fait, on est ce qu'on appelle un opérateur de l'État. C'est-à-dire qu'on accompagne des organisations publiques, privées, dans le cadre de leur transition écologique, qui est le terme à la mode aujourd'hui. Et donc on les accompagne en termes de conseils, on les accompagne en termes de financement, d'études ou d'investissement. Donc on n'est pas du tout sur le champ réglementaire, on est plutôt sur le champ de l'incitation, ce qui est assez sympathique, mais pas toujours très facile. Voilà. Donc on est là aussi pour accompagner les acteurs du tourisme dans leur démarche de transition ou de changement de modèle d'affaires, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des évolutions très fortes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Transition écologique, on en entend parler, c'est à toutes les sauces, etc. Mais ça veut dire quoi exactement ? Alors, la transition écologique pour le secteur du tourisme notamment, mais notamment pour les acteurs économiques, les entreprises, que ce sont avant tout des entreprises, c'est à la fois faire des économies sur son portefeuille pour les entreprises. C'est ça le premier indicateur qu'ils ont en tête et qu'on a aussi nous en tête pour les accompagner. C'est les entreprises feront leur transition écologique si elles ont compris que ça leur apporte un bénéfice économique et en même temps que ça apporte aussi un bénéfice environnemental, parce qu'on est aussi là pour ça. Voilà. Donc le premier indicateur, c'est ça, c'est une entreprise va s'engager dans des travaux, dans des investissements, dans une évolution de ses pratiques, si derrière ça lui apporte des points de marge, clairement, et si ça contente sa clientèle, tout en préservant la prédation sur les ressources qu'il peut y avoir à l'échelle locale. Voilà. Donc c'est avant tout un avantage concurrentiel pour elle, et puis un avantage économique. Donc c'est pas pour les beaux yeux, voilà, que l'entreprise va agir. D'accord. Donc, est-ce que ça voudrait dire que si on s'investit et on s'engage dans la transition écologique, ça peut être source d'innovation ? Complètement. Complètement, pas tout le temps, mais c'est en majeure partie du temps le cas, puisque l'innovation, elle peut être soit au niveau de l'organisation. Je prends l'exemple, qu'on parle du tourisme, là, t'as un camping qui envoie tous ses déchets verts en déchetterie. L'innovation, c'est éventuellement d'investir dans un broyeur qui va lui permettre de broyer sur site ces déchets verts, et donc d'utiliser en fait ce paillage pour soit des chemins ou en paillage pour ces cultures, et éviter d'utiliser des camions, des véhicules pour les emmener en déchetterie. Donc on gagne du temps. On peut aussi valoriser sur site, donc en termes d'image, c'est intéressant pour le camping par exemple, et puis pour communiquer auprès de la clientèle. Et c'est source d'économie, je dirais financière, et bon pour l'environnement, parce que c'est des trajets en moins qui peuvent se faire sur la déchetterie. D'accord. Et donc l'ADEME, comment elle peut aider justement dans cette réflexion ? Parce que si moi aujourd'hui j'ai un restaurant et que j'ai envie de m'engager, dans la transition écologique et je ne sais pas vraiment comment faire, comment l'ADEME peut m'aider justement dans ma réflexion et voir peut-être aussi dans mon action ?
Alors, nous, l'ADEME, on travaille sur le secteur du tourisme depuis assez peu de temps quand même. Hein. Faut quand même dire les choses. Notamment en Nouvelle-Aquitaine, on est un petit peu en avance par rapport à d'autres régions puisqu'on considère vraiment que c'est une cible à part entière. Hein. Ce sont des activités économiques qui ont un poids économique assez important. Hein, parce que je crois que c'est environ 10% du PIB de la région ici. C'est beaucoup d'entreprises, de petites entreprises aussi. Et il y a un poil de la saisonnalité qui est très fort en termes de public, mais aussi en termes d'impact environnementaux, que ce soit en termes de volume de déchets, en termes de consommation d'eau notamment, d'énergie. Donc on sent qu'il y a une vraie volonté des acteurs du tourisme d'agir. Voilà, et donc on peut les accompagner sur différentes formes, hein, notamment avec des dispositifs nouveaux dans le cadre du plan de relance qu'on appelle le fonds tourisme durable, qui est un fonds qui permet de financer des études et des petits investissements auprès des acteurs du tourisme, essentiellement restaurateurs et hébergeurs. Donc je parlais des broyeurs tout à l'heure, hein, voilà, ce sont des investissements qui sont éligibles, les couvertures des piscines chauffées par exemple. Hein, on sait que c'est un poste de dépense important pour les campings ou les hôtels, même les centres de vacances. Donc, couvrir sa piscine qui est chauffée de façon à allonger sa durée d'utilisation et à maîtriser ses consommations d'énergie, ce sont des investissements qui sont finançables et qu'on finance au travers donc du fonds tourisme durable qui est nouveau cette année, qui sera valable encore l'an prochain. Donc on peut travailler au moins sur 2 saisons touristiques. Voilà. Et pour ce faire, on travaille avec des partenaires qu'on a mis en place à l'échelle locale, qui sont les premiers interlocuteurs des professionnels et qui leur proposent un accompagnement premium en termes de conseils, diagnostic et aide au choix des projets à financer au titre du fonds. Voilà de manière concrète ce qu'on peut faire aujourd'hui pour cette cible-là, hein, je dirais dédiée à l'hébergement. Et on a d'autres actions également pour d'autres activités touristiques. Et c'est quoi ces autres actions alors ? Les autres actions, c'est des actions notamment sur tout ce qui est industrie du loisir, différent des hébergements. Je pense aux grands parcs d'attractions, aux espaces qui gèrent des eaux, et autres. Où là, on essaie plutôt d'avoir des accompagnements spécifiques avec le gestionnaire du parc de loisirs, du parc d'activité ou du zoo, en termes de mobilité, en termes de gestion de l'énergie, en termes de gestion de déchets. Il y a quelques parcs animaliers dans la région qui ont développé des micro-méthanisations de déjection animale, et pourtant c'est une source de déchets importante. Voilà. Donc on essaye aussi de valoriser quelques opérations innovantes pour que derrière on puisse essaimer, donner des envies à d'autres, faire du retour d'expérience. Donc ici plutôt travailler à l'échelle des hébergements, soit avec les filières de l'hébergement, et puis à l'échelle plutôt des sites, sur différentes dimensions, lutte contre le gaspillage alimentaire, énergie, mobilité interne, mais aussi mobilité des visiteurs. Donc il y a différents dispositifs qu'on peut actionner. Donc toutes ces informations, moi je les trouve en allant sur le site ADEME, c'est ça ? C'est ça, on a complètement revu en fait notre manière de communiquer depuis grosso modo une année. On n'a pas de site, on va dire, institutionnel en tant que tel, qui fournit l'information. On a mis en place une plateforme. Vous pouvez chercher sur un moteur de recherche ADEME, vous tomberez sur une plateforme qui s'appelle Agir pour la transition, qui est à la fois une plateforme d'information en fonction des cibles, qu'on soit sur une cible élue, une cible d'entreprise, une cible associative et aussi une cible particulière. Donc voilà, on communique vraiment par cible. Quelles sont les informations disponibles sur les différentes thématiques, comment je peux agir à mon niveau. Et cette plateforme, elle nous sert aussi pour tout ce qui est dépôt de dossiers de financement. Donc on a à la fois une plateforme d'information où les gens peuvent poser des questions en direct auxquelles on répond, donc, ce qui permet aussi de centraliser tout ça, et puis de gérer pour nous des dossiers de demande d'aide
sur des études, des investissements. Voilà, donc là, ça existe. Et puis on travaille aussi beaucoup avec des relais, puisque le numérique c'est bien, mais c'est assez désincarné. Donc on travaille beaucoup avec des relais qui sont présents à l'échelle locale, qui peuvent être des interlocuteurs, des professionnels, qui sont sur le terrain, en complément de nous. Quand tu dis relais, c'est quoi? C'est des chambres de commerce? C'est ça peut être des consulaires, ça peut être pour le secteur du tourisme, des comités départementaux du tourisme, qui sont aussi des interlocuteurs naturels des prestataires touristiques. Ça peut être des groupements d'entreprises. Voilà, si on veut agir à l'échelle d'une zone d'activité qui regroupe plusieurs parcs d'activité. Donc on a des multitudes de relais, et puis en tout cas c'est un modèle de travail qu'on aime bien, c'est-à-dire travailler avec des relais, travailler avec différents porteurs de projets sur une opération collective, de façon à accompagner soit sur un territoire, soit à l'échelle d'une filière, différents acteurs dans une opération, je dirais assez concrète, et d'en tirer les enseignements, de l'évaluer pour la déployer à plus large échelle après. C'est un mode de fonctionnement qu'on pratique beaucoup, parce qu'on peut pas être présent partout, on peut pas être présent sur chaque demande individuelle, donc on essaye de prioriser, voilà, soit à l'échelle d'un territoire, d'une filière ou d'un groupement d'acteurs, qu'on accompagne de manière plus resserrée pour en tirer des enseignements en vue des multiplications. D'accord. Moi, je me mets un peu à la place du petit entrepreneur, restaurateur, hôtelier, etc. Est-ce que c'est pour répondre un peu à ces possibilités de financement, etc. Est-ce que c'est des usines à gaz ou c'est c'est quand même un processus qui est assez facile à comprendre? Parce que des fois, ça peut, freiner les gens dans leur démarche en disant oh là, c'est compliqué, je comprends rien. Et ensuite, c'est dommage parce que ça ralentit aussi l'évolution et la transformation. Oui, bah, complètement, tu as raison, François. Le reproche qu'on fait à l'ADEME, qui est souvent, hélas, la réalité, c'est que c'est très compliqué de demander une aide à l'ADEME. Donc, au travers notamment du fonds tourisme durable qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, on a voulu vraiment avoir un dispositif relativement clair, facile à comprendre, et surtout facile à appréhender du point de vue, on va dire, administratif. C'est pour ça que sur ce fonds tourisme durable, on propose des aides forfaitaires par type d'investissement. On a défini une liste de 50 actions, qui sont les actions, comme on dit, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qui apportent un bénéfice pour l'environnement, mais aussi un bénéfice économique pour l'entreprise qui va investir là-dedans. C'est les broyeurs de déchets, c'est la couverture des piscines chauffées, c'est le changement d'éclairage par des éclairages performants du type LED. Donc c'est vraiment des actions qui sont intéressantes. Il n'y a pas besoin d'avoir une évaluation en amont très compliquée de ces actions. Et donc l'entreprise choisit sur cette liste d'actions 1, 2, 3, 4, 5, 10 actions. Et pour chaque action, elle identifie tout de suite l'aide forfaitaire qui lui est potentiellement attribuée. Et donc tout se fait en ligne sur notre plateforme Agir. D'accord. Et donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, un accompagnant en amont avec un partenaire qui lui propose un diagnostic et puis qui identifie avec l'entreprise, le restaurateur, l'hébergement, sur un plan d'action à 18 ou 24 mois, quelles actions elle peut entreprendre, et qui identifie tout de suite l'aide forfaitaire qui est possible d'obtenir. Une fois que ça s'est déposé sur le site de l'ADEME, généralement, entre le dépôt de dossier et la signature de la convention, il peut se passer une semaine. Ah, d'accord. Donc c'est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Qu'est-ce que tu veux dire par ce diagnostic? Ça veut dire quoi exactement? Que quelqu'un vient dans ton entreprise et fait une évaluation de la situation de l'entreprise d'un aspect écologique? C'est complètement ça, notamment pour la cible hébergement et restauration. Les fameux partenaires, je disais, qu'on a mis en place, avec lesquels on conventionne. Donc pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 9 partenaires qui couvrent en fait tous les départements, donc les comités départementaux du tourisme.
dont certains se sont recoupés. Je pense à la Dordogne, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne qui ont souhaité se regrouper, les 4 CDT, de façon à proposer une offre commune avec un chargé de mission. Voilà. Et donc ces chargés de mission font du conseil soit en ligne, soit sur site, gratuit, identifie où en est l'entreprise par rapport à ses actions environnementales et comment elle peut profiter du fonds tourisme qui lui permet d'avoir un engagement dans une démarche ambitieuse, structurée et d'avoir des financements en fonction du plan d'action qu'il peut mettre en place. À ton avis, pour un acteur du tourisme aujourd'hui qui a envie de s'engager, quels pourraient être les freins éventuels et de ce fait, donc, comment y remédier, quoi? Alors, les freins, c'est les freins financiers, il ne faut pas se le cacher. Cela dit, on a traité beaucoup de dossiers en Nouvelle-Aquitaine là, au cours de la saison 2021, alors que les marges de manœuvre financières des entreprises étaient quand même au plus bas, faut le reconnaître. Oui. Donc malgré ça, les actions ont pu être menées, mais ça reste le premier frein, c'est-à-dire voilà, je sais pas combien ça va me coûter, j'ai pas les capacités, la trésorerie suffisante pour engager les actions, même si je suis très convaincu. Donc ça reste le premier frein. L'autre frein, c'est le manque de connaissances. C'est clair, j'ai envie de faire des choses, mais je sais pas par quoi commencer. Donc là, le fait d'avoir un accompagnement individuel est aussi intéressant parce que ça permet de poser les bases des actions à entreprendre en premier. Et donc c'est ça qui est important. Et puis d'aller un petit peu plus loin une fois que ces actions de base ont été installées. C'est-à-dire une fois qu'on a travaillé sur le changement de son offre commerciale pour un restaurant, qu'on a mis en place des actions pour faire du relamping, changement d'éclairage dans les salles de restaurant ou les espaces ou dans les chambres, ou dans les espaces communs des hôtels. On peut avoir d'autres actions un peu plus structurantes, type s'engager dans une démarche de labellisation, du type écolabel européen pour l'hébergement touristique, de façon à ce que les actions qu'on a engagées soient complètement intégrées dans la stratégie de l'entreprise. Voilà. Et puis qu'elles soient partagées avec les salariés, les clients, bien entendu. Donc ce travail il est important parce qu'on propose à la fois un accompagnement individuel et puis une capacité d'investissement aujourd'hui sur quelques actions, mais surtout une capacité d'être un peu plus résiliente pour l'entreprise sur le long terme. À ton avis, quelles sont les clés de la réussite pour que le secteur du tourisme réussisse sa transition écologique? Alors ça, c'est la question du bac, ça, c'est compliqué. Désolé. Non, mais c'est une question essentielle parce que on a récemment, je dis on, c'est l'ADEME, à l'échelle nationale, établi le premier bilan gaz à effet de serre du secteur du tourisme. On n'avait pas de données sur ce secteur. On sait que c'est un secteur qui est très émetteur de gaz à effet de serre, mais combien, on savait pas. Donc on a fait un chiffrage qui permet de voir qu'on a environ, le secteur du tourisme en France, on n'avait que les indicateurs économiques. C'est 90 millions de touristes, c'est 7% du PIB, 8%, ça dépend, voilà. Et il y a un objectif économique d'avoir 100 millions de touristes, je crois en 2030 en France. Donc on n'a que les indicateurs économiques. On ne sait pas ce que ça coûte en termes de prédation sur les ressources, en termes d'impact gaz à effet de serre. Donc ça, on l'a chiffré. Donc aujourd'hui, scoop, je peux vous le livrer, le secteur du tourisme en France, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le chiffre qu'on sort aujourd'hui. 11% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 120 millions de tonnes par an. Voilà. Alors sur la base 2018. À l'époque, on avait 90 millions de touristes. Et ces 110 millions de tonnes du secteur du tourisme, c'est environ la consommation, les émissions de gaz à effet de serre, grosso modo, de la région Île-de-France ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'année. Donc c'est assez significatif. L'autre élément parlant, c'est que les 3/4 de ces émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport.
Là aussi, c'est pas très étonnant, hein, puisque voilà, on est sur un secteur très émetteur, notamment sur des liaisons intercontinentales. Hein, voilà. Mais on se rend compte que les émissions locales, c'est-à-dire le touriste, l'habitant de Nouvelle-Aquitaine qui va le week-end sur le bassin d'Arcachon ou qui va sur Libourne, ou l'habitant de Rhône-Alpes qui va le week-end voir la belle famille dans la Drôme ou faire du ski dans les Alpes, ça aussi, ça émet beaucoup. Donc il y a un volet, je dirais, déplacement qui est très important et pour lequel on a apporté des réponses, soit en alternative à la voiture, soit en meilleure organisation du transport à l'échelle locale. Est-ce que ces calculs incluent les touristes étrangers qui viennent en France par avion, etc.? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Hein. C'est ce qu'on appelle le tourisme réceptif. Hein. Voilà. C'est ceux qui viennent effectivement en avion, qui venaient en tout cas, hein, quand il y avait pas mal de transports internationaux, qui est important. Hein, ça c'est clair. On sait que généralement un voyage Paris-New York en avion, hein, c'est sur une durée d'une semaine de séjour. En faisant ça, on a mangé son empreinte carbone individuelle cible qu'un Français devra avoir en 2050, hein, parce que c'est 2 tonnes de carbone, ces voyages par Français, et c'est ça la cible qu'il faudra avoir en 2050 pour tenir l'objectif, hein, de 2 degrés à l'échelle mondiale. Donc on voit bien quand on a un trajet à l'autre bout du monde, on crame son bilan, hein, quelque part, si je suis un peu trivial. Donc ça, c'est important aussi de travailler sur la maîtrise de ces consommations. Mais le tourisme interne, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le nombre de nuitées qui se font par des touristes locaux, des touristes français. On a vu cette année qu'il y avait quand même essentiellement les touristes français qui étaient en France aujourd'hui. Donc on a eu aussi un tourisme interne assez important, majoritairement en voiture individuelle. Donc c'est aussi là-dessus qu'on souhaite travailler, puisque les touristes étrangers, je dirais, on continuera à en accueillir, tant mieux. Mais comment, à l'échelle locale, maîtriser l'usage de la voiture individuelle pour continuer à développer le nombre de touristes, mais avec un touriste de meilleure qualité, moins émissif en gaz à effet de serre, qui fait la part belle aux découvertes du territoire sans forcément utiliser sa voiture. Donc ça, c'est un enjeu à l'avenir sur lequel il faudra qu'on soit présent avec les collectivités, avec les organismes qui font de la promotion touristique territoriale. Donc la mobilité et le transport et la mobilité sont vraiment de véritables enjeux. Est-ce que, j'ai lu dernièrement, plus ou moins 80% des touristes en France vont sur 20% des lieux en France? Est-ce qu'il y a aussi cette notion de flux touristique à intégrer aussi dans la réflexion? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis voilà. Bon, clairement, il y a eu la crise de Covid, hein, a commencé un tout petit peu à faire évoluer ces choses-là. Hein, ce qu'on appelle le surtourisme, c'est-à-dire la surfréquentation sur certaines destinations, notamment la côte, hein, que ce soit Atlantique ou Méditerranée, pose des énormes problèmes en France aujourd'hui. On voit même qu'il y a eu cette année des campagnes de publicité de certains offices de tourisme qui étaient centrés autour de « surtout ne venez pas chez nous ». C'est quand même assez faramineux. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois d'éviter le surtourisme, de relocaliser aussi des circuits de touristes plutôt sur un tourisme d'intérieur, tourisme un peu plus vert. On voit que les destinations à la montagne, à la campagne cette année ont été plébiscitées. Donc il y a des nouvelles habitudes qui commencent tout doucement à se mettre en place, mais pour lesquelles il faudra que les offres soient adaptées. Donc notamment en matière de circuits, hein, notamment circuits cyclotouristes,
autant sur les côtes, il y a des offres d'infrastructures qui existent aujourd'hui qui sont très utilisées. Autant faire du vélo dans la basse vallée de la Vézère, autour de Lascaux, c'est un peu rock'n'roll. Ouais. Donc il faut aussi s'adapter par rapport à ça. Et de façon à ce que ces bonnes initiatives contraintes soient installées dans la durée et installées comme une action de base. Hein, on va dire. Quels sont les grands enjeux pour l'ADEME aujourd'hui, justement pour faciliter cette transition écologique? Et comment on peut aider l'ADEME? Parce que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que Ouais. je me souviens avoir échangé avec Aude et qui disait que ça servait, et j'étais entièrement d'accord avec elle, que ça servait absolument à rien de pointer du doigt l'autre ou quoi que ce soit, c'est que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et donc, Bien sûr. c'était important de pouvoir travailler ensemble. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler ensemble. Alors, ce dont on a besoin, c'est peut-être de pouvoir nous structurer une offre d'accompagnement auprès du secteur du tourisme qui soit plus lisible. Parce qu'aujourd'hui, on a des offres assez éparpillées. On peut accompagner des hébergements touristiques dans des démarches de labellisation, du type écolabel européen, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on agisse pour une transformation durable du secteur du tourisme, donc à la fois en travaillant sur la sobriété énergétique, sur l'efficacité aussi, c'est un deuxième levier important, efficacité énergétique, c'est-à-dire la bonne utilisation au bon moment, et puis certainement en dopant un petit peu tout ce qui est renouvelable. On voit bien que, notamment en période estivale, on a à la fois du touriste, mais on a aussi du soleil et de la chaleur, donc on peut développer des sources d'énergie renouvelable, notamment solaire, sur ce secteur. Donc on a besoin d'avoir, pour ces trois leviers, notamment une oreille attentive des professionnels du tourisme, pour agir à la fois sur l'offre et la demande, et puis travailler avec l'ensemble des acteurs du tourisme, c'est-à-dire pas simplement les chefs d'entreprise ou les parcs d'attraction ou autres, c'est de travailler avec l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire les offices de tourisme, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux, mais également les filières, parce que c'est extrêmement structuré ce secteur, et d'avoir non pas un plan d'action, mais des plans d'action en fonction à la fois de spécificités de territoire touristique et de spécificités d'acteurs touristiques. Donc on ne développera pas d'action, je dirais, unique, mais de s'adapter aux besoins. Donc voilà, il faut qu'on puisse identifier ces besoins, et ça on le fera avec les acteurs. Donc c'est vraiment passer maintenant dans un stade de coopération. C'est comment on peut mettre nos différentes compétences à un usage commun pour une cause commune, qui est d'avancer vers une transition écologique où on ressort tous de là gagnant-gagnant, quoi. C'est ça. C'est comment profiter des contraintes dues à quand même une des plus graves crises qu'ait connue le secteur du tourisme, celle des 2 dernières années. Comment on profite de cette contrainte en donnant un petit coup de pied dans la fourmilière au niveau coup de pied vert, pour les accompagner dans une démarche de durabilité. Avoir 100 millions de touristes, c'est possible, mais diminuer les impacts par rapport à cet objectif économique, c'est également possible. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change parfois un petit peu d'organisation, de modèle, et c'est là qu'on est présent pour accompagner. Oui, et puis avoir 100 millions de touristes, mais à quel coût? C'est-à-dire à quel impact? C'est-à-dire que ça peut pas être un objectif solde. C'est-à-dire qu'il doit être accompagné de l'impact environnemental et social. Et de dire, voilà, est-ce que le chiffre 100 fait sens? Peut-être que c'est 80 ou 75 pour justement avoir cet équilibre environnemental et social. Oui, tout à fait. Écoute, Raphaël, je te remercie beaucoup. J'aime bien cette notion de profiter de cette crise pour justement se rassembler les uns les autres et rassembler nos savoir-faire, nos connaissances, nos compétences pour pouvoir avancer tous ensemble. C'est quelque chose d'essentiel.
arrêtons de se jeter la pierre et puis commençons vraiment à bien bosser ensemble pour l'intérêt de tout le monde, quoi, et de nos enfants, etc. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.